bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et aujourd'hui, on va parler politique et on va parler clairement de la politique pour la MRC Maria-Chapdelaine, car avec moi, j'ai monsieur le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, monsieur Luc Simard. Bonjour, monsieur Simard. Bonjour, Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien. On est là pour parler parce que vous venez, entre autres, de déposer votre plan stratégique pour les années 2020 à 2025. Oui. Revenons un peu en arrière. C'est quoi l'idée de construire? Pourquoi vous avez décidé de construire ce plan stratégique-là? C'était un engagement que tu avais pris, ça? Effectivement. En campagne électorale, c'est un engagement que j'avais pris de faire une planification, de consulter aussi la population, parce que la planification, elle découle, c'est pas nous qui l'avons pondu, qui l'avons créé, c'est vraiment les consultations qu'on a fait dans le milieu qui a permis d'arriver à cette planification-là. Donc, c'était vraiment un engagement qu'on avait pris. On avait plusieurs planifications à la MRC, entre autres, beaucoup sectorielles, tu sais, pour l'économie, l'emploi. On a une planification pour le secteur agricole à réaliser, le secteur touristique. Donc, on a beaucoup de planifications sectorielles, mais on n'avait pas de planification intégrée. Il y avait déjà un exercice qui a été fait en 2012 environ. Mais cet exercice-là avait été complété, mais l'outil n'avait pas été développé, n'avait pas été utilisé, a été tabletté finalement, si on peut dire. Donc, de là, ma volonté d'en arriver à une planification qui permettra aussi de compléter la fusion du CLD et de la MRC. Parce qu'on avait la MRC en tant que telle, qui s'occupait beaucoup plus d'aménagement du territoire, puis on avait le volet CLD qui est en développement social puis en développement économique. Donc, cette fusion-là, le choix qu'on a fait quand les CLD ont été abolis à la MRC, le choix qui avait été fait, c'est de regrouper les deux organismes ensemble. Mais c'est quand même des cultures d'entreprise puis des mentalités qui étaient présentes, qui étaient distinctes là, en fonction de chacun des secteurs. Okay. Donc, de réaliser un exercice comme ça, ça permettait de réaliser une fusion puis de permettre à ces équipes-là de travailler plus ensemble pour en arriver à faciliter le développement puis autant de notre territoire que de nos entreprises que de notre milieu social. Si je résume, il y avait comme deux entités, puis en faisant travailler ces deux entités-là sur un projet commun, bien, ça unifie aussi tout le monde. Là. Effectivement, parce qu'on avait des planifications du CLD, vu qu'on avait du financement qui était quand même bien élaboré, mais pour ce qui était de toute notre section aménagement, gestion des baux, gestion des TPI, des terres publiques intramunicipales, on était beaucoup moins bien structuré à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment sur le même modèle pour toute la MRC. Donc je pense qu'on va aller vraiment de l'avant. Puis ce que j'avais élaboré aussi en campagne, c'est que je voulais que la MRC soit un facilitateur, qu'on soit un collaborateur, qu'on soit là pour aider les projets à innover, alors que souvent, ce qu'on avait comme feedback auparavant de la population, c'est qu'on était souvent plus des empêcheurs où il y avait beaucoup plus des limitateurs à certaines places, alors qu'il faut vraiment qu'on soit là dans un rôle, comme j'ai dit, de facilitateur, de collaboration, de partenaire dans des projets, que ce soit municipaux ou avec des entreprises. Oui, au niveau de l'urbanisme, il peut y avoir des problématiques au niveau du territoire. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Ouais. Ça, c'est clair. Mais comment on peut faire pour qu'un projet, malgré ces contraintes-là, se développe? Donc, c'est notre rôle, puis c'est la mentalité puis la philosophie qu'on veut implanter. Donc, de passer de l'idée de dire, bon, tu peux pas faire ça à cause de tel règlement, norme, loi. Maintenant, comment, si tu veux réaliser ton projet, tu peux le faire. On va trouver les bonnes portes pour entrer. En mode solution. En mode solution. En mode solution, exactement. Et là, tu dis que tu as consulté les gens de partout dans la MRC. Comment ça s'est passé, ces consultations-là? Bien, ça a été un exercice quand même au niveau du mois de mai, mois de juin dernier, quand même assez prenant. Parce qu'on a réalisé, en fait, 10 consultations avec 10 groupes distincts. Donc, ça fait quand même plusieurs soirées là, à rencontrer les gens. Puis, ce qui est important, c'est que moi, notre directrice générale, on était présents à presque toutes ces rencontres-là, mais on s'est mêlé en aucun cas des discussions. Ce qu'on voulait, c'est que les gens... On était en mode écoute. On voulait que la planification vienne de la base, vienne des gens qui sont sur le territoire. Autant au niveau, on a rencontré les gens touristiques, économiques, au niveau social, communautaire. On a rencontré les municipalités par secteur. Donc, on a vraiment, je pense, fait une belle consultation qui regroupe à peu près tous les gens avec qui on a à travailler, à offrir des services. Et c'est ce qu'on voulait, c'est qu'on a embauché une firme indépendante, qui est le Centre québécois de développement durable, parce que je voulais qu'on travaille avec les axes du développement durable. Oui, c'est bien important. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est d'autant plus important, mais dans nos responsabilités aussi. Hein, parce que le développement durable, on touche aux 3 volets, que ce soit dans l'aménagement du territoire, dans le développement économique, autant le volet social aussi, qui est très, très fort à la MRC. On a investi beaucoup au niveau social. Et on est la meilleure organisation pour que la gouvernance autour de la MRC puisse rejoindre ces 3 pôles du développement durable pour en arriver à un développement territorial là, qui répond aux besoins de nos citoyens. Okay. Donc, ça a été un exercice, oui, au printemps, donc qui a été quand même, je dirais,
très prenant, mais très, très intéressant. Il y a eu vraiment des belles rencontres, il a sorti des très, très belles choses. On a un document de 86 pages là, qui est livré avec notre plan stratégique où on a tout ce qui a été dit. Les consultants ont relevé toutes les thématiques, les points forts. Puis outre ça, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été vraiment nommé, c'est ressorti, on l'a. Donc, on peut s'en servir dans le futur, là, outre la planification, parce qu'une planification stratégique, c'est quand même des grands axes, des grandes orientations, des grands enjeux. Mais on a quand même réussi à aller chercher beaucoup d'informations auprès de la population de ce que les gens voulaient faire. OK. Donc, on va regarder ça tranquillement. Hein? C'est en 5 enjeux principaux. Donc, aménagement optimal du territoire, développement des milieux de vie, amélioration de la gouvernance dans la MRC, accroissement de la vitalité économique et l'amélioration de la communication. On va commencer par le premier, donc aménagement optimal du territoire. Qu'est-ce qui se retrouve dans cet enjeu-là? Bien, cet enjeu-là, c'est une des responsabilités premières de la MRC. Hein. Au niveau de l'aménagement du territoire, on a un schéma d'aménagement. Donc, nous, ce qu'on a comme... C'est notre outil de développement de schéma, parce que tous les outils des municipalités doivent être en conformité avec notre schéma d'aménagement. Donc, c'est comme le plan de base. C'est comme notre plan de base. Mais c'est un plan de base, on doit le réévaluer en 2023. Donc, il faut l'adapter, il faut garder une certaine ligne, une certaine continuité. Parce que, comme je disais, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, c'est très, très important. Donc, notre schéma d'aménagement, il faut qu'il soit aussi souple, par contre, parce qu'il y a des réalités nouvelles. On a un parc industriel régional qui n'existait pas. On a la passerelle du 49e qui n'existait pas. On a aussi des municipalités qui vont développer des sentiers de motoneige connectés. Ça, c'est des exemples. Le monde agricole évolue. Donc, la société évolue. Donc, il faut que notre schéma en face soit aussi évolutif. Il représente bien la société. Mais ça se fait à toutes les combien d'années? Ça se fait peut-être aux 15 ans. Okay. Mais outre ça, on peut le réviser régulièrement puis l'adapter régulièrement aussi. Mais une grande révision, ça se fait quand même pas nécessairement tous les années. Là, parce que, comme on dit, un schéma d'aménagement, c'est bon à long terme. Donc, il faut qu'on garde la ligne pendant très longtemps pour qu'on puisse avoir un schéma qui est efficace. Donc, ça, c'est un élément. Mais outre ça, on a un secteur d'urbanisme qui pour tout ce qui est projet de développement, ça doit être conforme à ce qu'on a comme outil d'urbanisme sur notre territoire. Ouais. Mais ce que je mentionnais tout à l'heure, ça, c'est un des volets où il faut qu'on soit en mode solution, en mode facilitateur de projet au niveau de l'aménagement du territoire. Donc, il y a des gros enjeux à ce niveau-là dans notre planification d'être plus collaborateur. Ce serait quoi les grands enjeux au niveau de l'aménagement optimal du territoire? Bien, par exemple, au niveau de nos milieux naturels, on a des plans de développement des milieux humides à réaliser. C'est une obligation qui nous a été faite par le gouvernement. Donc, comment qu'on le fait? Qu'est-ce qu'on protège? Qu'est-ce qu'on... Ça fait partie un peu, là, ça vous donne une idée un peu des enjeux qu'il y a au niveau de l'aménagement du territoire. Mais il y en a bien d'autres aussi au niveau industriel, au niveau touristique. Le parc régional des Grandes-Rivières qui est bien présent et qu'on n'a pas eu encore de reconnaissance, mais qu'on va travailler prochainement là, à faire reconnaître ce parc-là. Mais il y a encore du travail à faire là, au niveau de l'aménagement parce qu'il y a beaucoup de sites. Donc, écoutez, ça touche autant le tourisme, autant l'agricole, autant on a un plan de développement des activités agricoles à réaliser. Là, on a embauché une ressource agricole tout récemment pour réaliser ce plan-là. Donc, toutes ces planifications-là, il faut que ça concorde avec notre schéma. Donc, on a quand même beaucoup de travail. OK. Si on va au deuxième enjeu, développement des milieux de vie, là, tu en parlais, le social est beaucoup important. J'imagine que c'est là-dessus qu'on... je veux dire, cet enjeu-là, c'est là-dessus que ça touche. Là, principalement. Ouais. Tous les services à la population, au niveau des organismes communautaires, par exemple, mais aussi ce que j'ai mentionné quand on a présenté ça à la population, c'est qu'au niveau des milieux de vie, il faut demeurer attractif. Il faut que nos villages demeurent vivants. Moi, je n'ai pas la volonté de faire des fusions municipales. Je n'ai pas la volonté de faire une MRC une ville. Je pense que chaque municipalité a sa couleur. Nous, on est là pour les outiller. On est là pour lui donner les moyens de se développer. On a des fonds qui viennent, entre autres, des mini-centrales qu'on a construits, qui permettent d'investir parce qu'il y a un volet municipal. Donc, chacune des municipalités a des montants annuellement pour réaliser des projets. Je prends l'exemple de Haut-Clocher à Saint-Stanislas, qui est un très, très bel exemple de municipalité qui s'est pris en main, qu'on a financé, qu'on a aidé. Il y a aussi à Saint-Augustin, il y a un poste d'essence, il y a des jeux d'eau à Saint-Eugène. Il y a plusieurs projets qui ont été réalisés de même. Lorette ont des projets actuellement. Donc, on est là pour les outiller. On est là pour... C'est une stratégie de main-d'œuvre. Dans la stratégie de main-d'œuvre, on veut demeurer attractif. Donc, il faut qu'on soit là avec des outils pour être capable d'aider les municipalités à demeurer attractifs, à offrir des services aux citoyens. Les derniers commerces de village, par exemple. Oui. On a cette possibilité-là, même dans le privé, d'investir dans les derniers commerces de village. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont faire que notre milieu rural va bien se porter. Et même de Beau-Mistassini, on a des infrastructures, la salle de spectacle qu'on est
On est partenaire dans la salle de spectacle, on est partenaire dans le centre aquagym qui se construit. Oui. Donc, c'est des services à la population, puis on se doit de les maintenir et même de les bonifier. Oui, c'est important parce qu'on le sait, là, si on veut garder les gens, si on veut attirer les jeunes familles, il faut qu'il y ait des services, parce que s'il n'y en a pas, même si tu as de l'emploi, c'est peut-être moins agréable d'aller vivre dans un milieu où il n'y a pas grand-chose. Effectivement, on veut attirer des professionnels, des médecins, ou peu importe les travailleurs, il faut qu'on ait des infrastructures pour attirer ces gens-là, effectivement. Parfait. Troisième enjeu, amélioration de la gouvernance dans la MRC. Est-ce qu'il y avait des problèmes de gouvernance dans la MRC? Bien, notre rôle premier, c'est d'être un organisme de concertation. Donc, il faut qu'on fasse davantage de concertation. Davantage aussi, j'appelle ça des comités consultatifs au niveau, pour prendre le pourquoi on a fait un peu de la planification stratégique, pour impliquer les gens d'affaires ou les gens du domaine social ou les gens du domaine touristique pour conseiller la MRC, pour nous enligner, pour nous aider à prendre des bonnes décisions, d'aller dans les bonnes directions. Donc ça, c'est un élément qui est quand même très, très important. Comment on peut être plus souple aussi au niveau de la MRC? Comment on peut se doter de services communs? J'ai mentionné les municipalités, je ne veux pas les fermer, mais il y a beaucoup de municipalités qui n'ont plus les moyens nécessairement tout seuls d'offrir des services à la population avec les exigences gouvernementales qu'on a aujourd'hui au niveau des services incendie. On l'a déjà fait, des regroupements, sécurité civile, au niveau de l'inspection municipale, au niveau de l'eau potable. Donc, de partager des ressources, ça fait partie de la gouvernance. Puis il faut voir un peu, là, il y a le secteur géant qui s'est très bien structuré, qui commence à offrir des services, mais il y a des services que même eux autres ne sont pas capables d'offrir nécessairement d'une façon indépendante. Donc, comment la MRC peut être un facilitateur au niveau de ces services-là à la population, surtout dans les petits milieux. Donc, d'être vraiment à l'écoute le plus possible des gens, parce que souvent, les gens qui vivent des problèmes, ils ont une bonne idée de des solutions qu'on pourrait apporter. Puis vous, votre rôle, c'est de regarder ces solutions-là et de dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Oui, effectivement. Oui. OK. Quatrième enjeu, accroissement de la vitalité économique. Bon, on sait que l'économie, c'est le nerf de la guerre. Même là, en ce moment, j'ai l'impression que ça va bien. On est quand même proche du plein emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître encore cette vitalité-là? Bien, proche du plein emploi, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement très, très bien. On a une problématique au niveau de la démographie. Donc, on a une stratégie qui est là pour attirer des nouveaux arrivants, attirer des nouveaux travailleurs avec hausse de PIB. Donc, je suis le président tellement j'y crois. Puis, on va développer cette stratégie-là au cours des prochaines années, puis on va investir dans cette stratégie-là. Mais au niveau économique, la MRC, on a un rôle premier reconnu par le gouvernement comme étant les acteurs pour le développement économique de nos milieux. La MRC, on n'est pas en service direct à la population. Les gens nous voient beaucoup moins. Mais on est vraiment plus au niveau du développement social, développement économique, aménagement territoire. Donc, c'est des obligations qu'on a au niveau qui nous sont dévolues aussi par le gouvernement, donc on doit s'occuper. Et à mon idée, le développement économique en est un extrêmement important, sinon le plus important, parce que si on n'a pas d'emploi, si on ne développe pas notre économie, on est voué à disparaître. Oui, tandis que s'il y a de l'emploi, de l'économie, bien, tout va se rattacher. En fait, on aura de l'argent pour faire du social, pour faire du développement, pour faire de l'aménagement. Effectivement. Puis au niveau économie, bien, on a engagé une nouvelle personne au niveau du développement économique, on a embauché une personne au niveau du développement agricole. Donc, il faut qu'on soit là en soutien, parce que notre force, c'est notre personnel, on ne se le cache pas. Nous, on n'a pas d'infrastructure de piscine, d'aréna, de route, de lampadaires, de trottoirs, du déneigement. C'est pas ce service-là qu'on offre. Nous, ce qu'on offre, c'est de l'expertise. Donc, notre personnel, c'est extrêmement important pour nous autres. On les a d'ailleurs consultés indépendamment dans notre planification stratégique. Et au niveau du développement économique, c'est là qu'il faut qu'on supporte les entreprises, qu'on soit présent, qu'on soit concerté avec les autres organismes qui sont présents sur le territoire. On a la SADC, on a de Boom-Cessny qui ont des ressources, on a les chambres de commerce. Donc ça, on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et même dans notre vision, ce qui transparaît, c'est aussi de miser sur nos ressources naturelles. Oui, on reste à l'affût des nouvelles opportunités, on reste à l'affût des nouvelles technologies, mais de faire venir un Ubisoft ici, je vais concentrer mes efforts de développer notre secteur forestier et notre secteur agricole, le secteur agroalimentaire, le secteur touristique, des secteurs avec un potentiel de croissance présent. Qui sont déjà là, bien établis. Qui sont là, qu'on a une base, qu'on peut faire croître. Donc, c'est vraiment ce que les gens nous ont dit. Donc, vraiment, nos principales forces de travailler, de miser sur nos ressources naturelles. Puis je pense aussi que c'est parfaitement légitime. Puis c'est pas nous qui va nécessairement le faire, mais c'est d'être en support au niveau des entrepreneurs, parce qu'on a des entrepreneurs extrêmement dynamiques ici, qu'on connaît souvent très, très peu, des employeurs de 50, 60, 70 employés. Moi, j'ai été extrêmement étonné en campagne électorale quand j'étais allé voir ces gens-là, aller voir qu'est-ce qu'ils faisaient,
Il y a énormément d'emplois. Il y a beaucoup d'emplois là, qui sont créés par ces entreprises-là qu'on connaît très, très mal. Puis il y en a de l'innovation, puis des fois, beaucoup d'innovation. C'est de faire du réseautage pour partager, puis pour faire rayonner, en fait, là, ces entreprises-là. Oui, beaucoup d'innovation. Des gens qui ont des gros contrats aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, c'est étonnant. Très étonnant. 5e enjeu, amélioration de la communication. Donc, on sait, un organisme public, politique, aujourd'hui, se doit de communiquer adéquatement. J'imagine que c'est un enjeu prioritaire, ça? Bien, ça, c'est un enjeu tellement prioritaire que les 4 premiers enjeux, moi, je peux comparer ça au développement durable, puis à nos responsabilités premières. Tu sais, l'aménagement du territoire, c'est peut-être le volet plus environnemental. Le développement des milieux de vie, c'est peut-être le volet plus social du développement durable. La vitalité économique, c'est plus le pôle économique, puis la gouvernance, c'est ce qui tient tout ça ensemble. Ouais. Donc, pourquoi la communication est sortie indépendamment? Moi, j'ai même questionné le consultant. Pourquoi qu'on ne le met pas transversal aux autres enjeux? Mettre un peu de communication dans tous les enjeux, parce que c'est nécessaire d'en faire. Il dit non, il dit, il faut que vous le gardiez, cet enjeu-là, parce que c'est un des commentaires que j'ai eu le plus souvent auprès des différents groupes qu'on a consultés, qu'on communiquait mal, que les gens ne nous connaissaient pas. Okay. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour offrir des services directs à la population, on est plus dans le développement, on est plus dans le support aux municipalités, mais les gens ne savent pas ce qu'on fait, les gens ne connaissent pas nos fonds. On a beaucoup de fonds pour aider beaucoup d'entreprises, puis les gens nous connaissent très, très peu. Puis si on veut faire aussi de la concertation, bien, on n'a pas le choix d'avoir des ressources en communication qui vont nous aider à rejoindre tout ce monde-là. Je suis rentré en poste, une des premières choses qu'on nous a présentées, c'est un site web. Hey, parfait, ça. Mais le site web n'est pas encore en ligne parce qu'on n'a pas de ressources pour s'en occuper, pour le faire vivre. Donc, on a besoin d'avoir un service de communication, de le développer. Et j'appelle pas ça un agent de communication, mais c'est un agent de relation avec le milieu qui va aller chercher le pouls de la population, mais qui va aussi donner les possibilités de développement qu'on a, comment on peut travailler mieux ensemble. Donc, c'est vraiment un point qui était tellement important, qui était tellement absent de notre organisation, qui est vraiment sorti comme un enjeu distinct. Donc, aujourd'hui, on est à l'ère des communications. Donc, bien, c'est certain, parce que en plus, très vous avez plein de programmes, de possibilités pour les gens, mais les gens ne sont pas au courant, ils les utilisent pas, puis là, bien, ça fait des fonds, au bout du compte, lesquels on ne sert pas, puis qui n'aident pas à développer notre milieu, tandis que si les gens sont au courant, ils vont pouvoir y accéder, s'informer, aller vous voir, peut-être découvrir d'autres aspects d'aide que vous pouvez leur fournir pour se développer. Non? Oui. Puis ça, on le sait. Comme là, par exemple, notre image de marque est à développer. On va peut-être même revoir notre logo. Qui sait, il y en a plein de... Il faut rajeunir notre image. Puis ça qu'on dit, je mentionnais, c'est de se faire connaître. En campagne électorale, j'ai passé autant de temps, sinon plus de temps, à expliquer c'était quoi une MRC, que j'en ai passé à expliquer mon programme de ce que je voulais faire. Ouais. Parce que quand on se présente maire d'une ville, les gens savent ça fait quoi une ville. Tu sais, ça gère des travaux publics, ça gère des loisirs. Les responsabilités sont quand même claires, puis les gens les connaissent bien. Mais la MRC, pour beaucoup dans la population, c'est quoi cette bibite-là? Ça fait quoi? C'est pas clair. Mais on a un rôle très important à jouer. Là, au niveau, on l'a mentionné, on touche toutes les facettes du développement durable, toutes les facettes du développement de nos milieux. Donc, c'est vraiment un rôle extrêmement important qu'on doit mieux faire connaître aux gens. Oui, puis on vote pour les gens qui sont là. Oui. On met de l'argent aussi. Là, je veux dire, c'est de l'argent public là, qui sert. Fait que c'est important de savoir comment on peut, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Oui, puis comment on peut s'en servir, comment on peut vous aider. Oui, c'est clairement important. Oui. Maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Concrètement, comment on met ça en branle? Parce que c'est quand même gros, mais on veut pas que ce soit des vœux pieux. Là. Tu m'en parlais, je pense, avant que l'émission commence. Oui. On veut pas que ce soit tabletté, ça. Là. On veut le mettre en action. Comment vous allez procéder? Bien, moi, comme on parlait tout à l'heure, à micro fermé, on a consulté 182 personnes pour en arriver là, 10 groupes. Ça a été beaucoup de jeunes impliqués. Puis, par respect, je veux pas que ce document-là soit tabletté. Oui. C'est parfaitement normal. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on veut s'en servir comme un outil de planification pour toutes nos activités annuelles. Donc, en début d'année, de sortir nos enjeux, de sortir les points qui ont été identifiés. Puis, il y en a là-dedans qui ont été identifiés qu'on est complètement absent. Okay. Donc, les gens nous ont dit qu'on devrait être. Donc, je pense qu'il faut qu'on intervienne parce que c'est ce que les gens s'attendent de nous. Donc, notre planification annuelle avec des actions vont être en lien avec les objectifs qui sont identifiés dans notre plan. Et on va pouvoir faire aussi une reddition de compte facilement avec notre planification stratégique et les actions réalisées ou ceux qui ne sont pas réalisés. Et s'il y a des actions, des orientations là-dedans qu'on ne touche pas,
ben là, on aura à se poser des sérieuses questions. C'est parce qu'on n'aura pas fait notre travail. Oui, de dire pourquoi on n'y a pas touché, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Il y a des facteurs externes. Oui, il y a des facteurs externes qui peuvent survenir, donc, mais on doit faire des analyses. Mais c'est vraiment un document de travail. On veut s'en servir avec notre équipe, avec nos groupes consultatifs, mais avec tous nos employés, nos maires, pour planifier nos actions au niveau annuel. Ça va être très, très facilitant. On va savoir où est-ce qu'on va, puis on va savoir que ça répond aux besoins de la population parce que c'est ce que la population nous a dit qu'ils s'attendaient de la MRC. Oui, c'est ça. C'est l'exercice démocratique d'aller voir les gens, de s'informer. Maintenant, on s'entend, il y a beaucoup d'objectifs. Est-ce que vous aurez 100 à 2025? Bien, on vous le souhaite, mais moi, je pense que réalistement, des fois, mais au moins être capable de faire un retour pour voir qu'est-ce qui a moins bien été. Après ça, pour la suite, on est capable de continuer à améliorer nos services. Effectivement, mais il faut retenir qu'on a un très grand respect. On remercie beaucoup les gens qui ont participé. C'est vraiment une contribution qu'on apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis par respect, comme j'ai mentionné, on va se servir de ce qui a été dit, on va se servir de ce document. Puis en même temps, comme je mentionnais, le rapport a 86 pages, 82, 86 pages. Mais il y a beaucoup d'actions là-dedans qui ne sont pas nécessairement dans le plan stratégique. Parce que dans le plan stratégique, on est au niveau des objectifs et non des actions. Mais que ces actions-là vont revenir, puis on va s'inspirer de ces actions-là pour planifier nos activités annuelles. Ah, c'est génial ça. Bravo, c'est important. Merci. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec la MRC? Vers où on s'en va pour cette année? 2020 s'en vient. C'est quoi les actions ou qu'est-ce que vous avez comme projet à court terme là, maintenant que ce gros projet à moyen et long terme là est pondu? Oui, la MRC, à court terme, on a fait une refonte de tous nos fonds au cours de la dernière année. Tous nos fonds d'investissement. C'est un engagement dans ma campagne électorale que j'avais pris aussi. Donc, on a mobilisé on a 2 comités à la MRC au niveau des investissements, au niveau plus des municipalités et au niveau des entreprises. Donc, on a fait un genre d'amalgame de ces 2 comités-là pour se faire consulter, pour se faire guider de comment on devrait mieux investir avec nos fonds. Et ça, il va y avoir une présentation spécifique, puis avec les différents groupes aussi d'intérêt de où sont rendus nos fonds, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, il y a un esprit de base qui a été conservé. Autrement dit, les municipalités ont encore des moyens d'investir dans leur milieu, comme j'ai mentionné tout à l'heure, pour demeurer attractifs. On a encore un volet supralocal pour encourager les projets qui touchent à toute la MRC, autrement dit, les parcs industriels, la passerelle du 49e, le pont ferroviaire. On a plusieurs volets. Mais on a aussi des nouveaux volets, des nouveaux fonds qui vont aider davantage les entreprises. Donc, on a revu tout ça d'une façon différente de travailler. Les municipalités vont avoir les moyens d'investir aussi avec les entreprises locales, ce qu'on n'avait pas avant, entre autres des derniers commerces de village, comme on a mentionné. Donc, il y a beaucoup de nouveautés, puis ça va être de déployer ça. Là, actuellement, on est en novembre, au moment de faire l'entrevue. On est encore en attente des détails du pacte fiscal qui a été signé avec Québec aussi. Donc, les fonds sont revus. Donc là, on est un peu en attente de voir comment ça va s'opérationnaliser, ces sous-là, parce qu'on va avoir plus de sous pour faire du développement, on ne se le cache pas. Mais on n'a pas encore le fin détail. Donc, il faut marier ça avec nos fonds aussi. Donc, on a un gros travail à ce niveau-là. Sinon, dans nos projets, on a notre parc industriel qu'on continue de développer, notre parc industriel régional. On a le pont ferroviaire aussi là, qu'on a... on a commencé avec des consultants, d'ailleurs, en pré-démarrage, en pré-faisabilité, mais on devrait travailler davantage là-dessus l'année prochaine. Donc, on a plusieurs volets. La passerelle du 49e, on continue avec le parc des Grandes-Rivières de développer ce projet-là. On a une phase 2 là, qui va débuter bientôt. On a beaucoup de projets au niveau... Ça avance bien, en tout cas. Oui, ça avance bien. Puis, outre ça, on a aussi beaucoup de représentation au niveau des instances provinciales. On ne se le cache pas. En étant préfet élu, ça me permet d'être présent au niveau de la Fédération québécoise des municipalités. On est impliqué au niveau de la table nationale du caribou forestier. Donc, on a plusieurs dossiers au niveau national à s'impliquer pour défendre les intérêts de nos milieux. Et là, tu arrives à mi-mandat. Là, il y a la moitié du chemin de fait. C'est intéressant de voir tout ce qui a été fait. On a vu que la MRC de Domaine-du-Roi a décidé, elle aussi, d'aller vers un préfet élu à la prochaine élection en 2021. Quel avantage tu vois, toi, tu es dedans, tu es dans les chaussures du préfet élu. Quel avantage tu vois par rapport à quand tu parles au préfet de Domaine-du-Roi en ce moment qui n'est pas élu? Moi, d'être préfet élu, ça donne une légitimité. Là. Actuellement, au Québec, on est environ 16 préfets sur 86-87 MRC élus. Donc, on n'est pas non plus très, très nombreux. Je suis le seul des régions. Donc, que Domaine-du-Roi s'en va dans cette direction-là, je trouve ça parfaitement logique.
comme je mentionnais, c'est une légitimité. J'ai fait ma campagne électorale, j'ai été dans toutes les municipalités, j'ai été mettre des pancartes dans chacune des municipalités de la MRC, j'ai été aller rencontrer les entreprises, les gens dans ces secteurs-là. Fait que moi, je suis redevable à la population. Je suis pas redevable aux autres maires. Les maires font partie de mon conseil, on travaille ensemble, on a des beaux projets ensemble, mais moi, je suis redevable à la population avant tout. Ça, c'est un avantage indéniable. Puis en même temps, ça permet des gens, je dirais plus jeunes, qui sont pas retraités, de s'impliquer comme moi, parce qu'en étant maire d'une petite municipalité, c'est avant tout un retraité qui fait ça à mi-temps, qui est aussi préfet. Donc, je peux pas concevoir avec les obligations qu'on a aujourd'hui dans nos MRC, qui nous sont dévolus par le gouvernement, en plus avec tous les sous qu'on a du pacte fiscal, donc ça vient aussi avec des obligations au niveau du développement. D'être là juste à temps partiel comme préfet, c'est pas nécessairement très, très efficace. Moi, je suis là à tous les jours avec mon équipe, on travaille avec mon équipe, on donne des orientations, on rencontre beaucoup, beaucoup de gens, on est disponible, on a un mandat, c'est la MRC, et j'ai pas de parti pris pour une municipalité ou pour un secteur en particulier, je suis élu par tous ces gens-là. Donc, ça me donne une liberté d'action, on pourrait dire aussi, là. Merci beaucoup, Luc Simard, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine. On vous rappelle le dépôt du plan stratégique pour la MRC Maria-Chapdelaine 2020-2025. On en a parlé. Allez, est-ce qu'on peut aller le consulter sur votre site web? Alors, je crois qu'on l'a mis sur le site web, mais ça, c'est un point qu'on doit peaufiner. Là. Justement, notre site web là, est à mettre en ligne, donc on va le rendre disponible prochainement. Oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Simard. Merci, Pierre. Merci à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine! Hey, Hydro, là. À part m'envoyer des factures, veux-tu me dire ce qu'ils font? Ben oui, avec plaisir. On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99 %. On déploie des bornes de recharge partout au Québec. On remplace des centrales au diesel par des installations vertes. On conseille plein de pays parce qu'on est un des leaders mondiaux de l'énergie propre et que l'expertise qu'on développe est une des plus poussées du monde. OK. Wow! Puis on offre la facture Internet aussi. Ah, Hydro-Québec, une énergie propre à nous. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.